Récemment, des géants comme Meta ou Google ont fortement réduit leurs équipes diversité. Au même moment, l'Assemblée nationale, par la loi RIC-1 du 1er mars 2026, rend obligatoire 30% de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises de plus de 1000 personnes. Deux mouvements opposés au même moment. Alors, les politiques de diversité et d'inclusion sont-elles une mode managériale qui s'essouffle d'un côté de l'Atlantique ou une nouvelle règle du jeu pour tous les dirigeants du monde ? Anne-Sophie Béraud est diplômée de l'École supérieure de commerce de Nice-Sophia Antipolis. Elle a rejoint Accenture en 1999 et y conduit pendant 8 ans de grands projets de transformation. En 2007, elle prend la direction stratégie, talent, leadership et inclusion du cabinet. Pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, elle négocie les accords d'égalité professionnelle et de handicap et crée le réseau interentreprise Accent sur Elle, qui rassemble plus de 1500 femmes cadres. En 2016, elle a rejoint Accor comme VP Diversity, Equity and Inclusion, puis a créé en 2022 le département mondial Social Care and Impact, couvrant la diversité, les droits humains et la solidarité sur 120 pays. Elle y a porté la part des femmes au comité exécutif de 14% à 40% et signé la première politique mondiale de droits humains du groupe. Officier de l'Ordre national du mérite et membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, elle faisait récemment partie de la délégation française à la Commission de la condition de la femme des Nations Unies à New York. Bonjour Anne-Sophie et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est un sujet qu'on a traité déjà de nombreuses fois dans les masterclass d'excellence managériale, l'inclusion. On arrive à une situation internationale très contrastée. Toi, tu as observé le sujet depuis des postes stratégiques dans des grandes entreprises globales comme Accenture ou comme Accor. Comment te fait réagir l'actualité ? Que c'est un combat qu'il faut, qui est long. Et c'est vrai que les sujets de diversité, d'inclusion, aujourd'hui, en fait, ça dépend, en fait. Certaines entreprises sont toujours aussi convaincues. D'autres qui ont eu des relations, souvent avec les États-Unis, sont un peu plus, peut-être, low profile ou moins excessifs dans leur communication. Cependant, c'est un sujet, on en parlait un petit peu tout à l'heure avant d'échanger et de commencer ce podcast. C'est plus largement, en fait, c'est le volet social. En fait, c'est le bien vivre ensemble, c'est comment faire en sorte que les collaborateurs dans les entreprises s'épanouissent. Donc c'est dire que diversité, on y va pas, c'est très très réducteur. C'est pour une entreprise, pour moi, on peut pas ne pas y aller. Alors j'ai quelques questions très directes. Ouais. Réponse oui, non ou très courte. D'accord, ok. La diversité en entreprise, levier de performance ou impératif moral ? Les deux. L'attitude des GAFAM aux US aujourd'hui, une réaction politique ou un mouvement de fond ? J'espère que c'est qu'un mouvement politique. Pour ou contre les quotas ? Je pense que les quotas est un mal nécessaire. L'inclusion et la diversité, plutôt une affaire du COMEX ou du management sur le terrain ? De tout le monde. Un dirigeant doit-il s'engager publiquement sur ces sujets ou plutôt rester en retrait ? Alors, je pense qu'un dirigeant doit s'engager publiquement, mais il ne faut pas faire que de la com. Il faut après, derrière, faire ce qu'on dit. Et la dernière question, qui doit être le premier de cordée dans ces efforts, les États ou les entreprises ? En fait, je pense que c'est un travail commun. Les entreprises le font à leur échelle, pour leurs collaborateurs. Les entreprises prennent de plus en plus d'engagement aussi pour avoir un impact positif sur l'environnement. Et ensuite, les gouvernements font aussi leur travail. Donc, il ne faut pas faire l'un sans l'autre. Mais moi qui ai plus le regard de l'entreprise, je vois quand même que depuis ces dernières années, les entreprises s'ouvrent de plus en plus et font de plus en plus d'initiatives sociales notamment pour les personnes les plus vulnérables. Donc, et ça n'existait pas. En tout cas, c'était moins visible et moins fort il y a quelques années. Il n'y avait pas d'obligation réglementaire non plus. Il n'y avait pas d'obligation et je pense que les entreprises prennent de plus en plus un rôle social pour l'écosystème. Donc ça, c'est une discussion sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Juste avant de reprendre cet épisode, quand on pilote un réseau de distribution, un chiffre compte plus que tous les autres. Le pourcentage de partenaires vraiment engagés avec votre marque.
Et derrière, il y a tous les signaux alarmants, des revendeurs qui ne répondent plus, d'autres qui poussent la concurrence, des formations jamais terminées, des animations lancées dans le vide. En 2026, les écosystèmes partenaires sont plus stratégiques que jamais. Oubliez les emails et les Excel qui ne motivent personne. Pour accélérer les ventes de votre réseau, il vous faut la bonne plateforme. Et là, pas besoin de chercher midi à 14 heures, il y a Incentive, le partenaire de ce podcast, spécialiste de l'engagement des réseaux de distribution. C'est la plateforme tout en un, amplifiée par l'IA, qu'utilisent Orange, Groupama, Procter & Gamble ou LG Electronics pour animer leurs milliers de partenaires en Europe. C'est jusqu'à 20% de chiffre d'affaires supplémentaire généré par le programme dès les premiers mois. Challenge de vente ludique, formation interactive, récompenses, dashboard de performance. Tout est centralisé au même endroit sur mobile et vos partenaires suivent leur progression comme dans un jeu en temps réel. Alors, si vous voulez arrêter de piloter votre réseau à l'aveugle, rendez-vous sur incentive.com, incenteev.com ou cliquez sur le lien. Maintenant, on retourne à l'épisode. Tu as travaillé donc chez Accenture sur des projets de transfo. Ouais. À un moment, tu prends cet engagement de travailler sur la diversité. Quel était le moment déclencheur qui t'a provoqué cet engagement? Alors, je vais être très, très transparente. J'étais assez jeune, donc un peu naïve. Donc, je n'avais pas forcément vu le sujet diversité. Et j'étais consultante chez Accenture. Et on commençait en fait à discuter de ces sujets d'inclusion, surtout sur les diversités et surtout sur les sujets sur les femmes, positions de management, notamment dans les cabinets de conseil où il y avait très très peu de femmes partenaires. Donc c'était davantage un enjeu business. C'est comme ça que c'est arrivé, en disant en gros, il y a un plafond de verre, on recrute des femmes, autant de femmes que d'hommes. Les femmes, après, elles ont un congé maternité, elles reviennent pas ou elles partent ou elles n'arrivent pas à d'évoluer dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça, en fait, c'est plutôt avec plutôt une mécanique intellectuelle que je suis rentrée dans le jeu. Et presque un enjeu perso. Et un enjeu perso parce qu'effectivement, ma situation personnelle faisait que j'étais une femme, je venais d'avoir des enfants et donc du coup, je me disais, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et quand je commence à faire un peu de data crunching, pas seulement pour les entreprises de conseil, mais quand on regarde la société, quand on regarde les écoles d'ingénieurs, là on se dit, oh là là, mais c'est énorme. Et ça peut être aussi injuste. Donc on se dit, et du coup, c'est vrai que j'ai commencé à travailler sur ces enjeux, surtout sur l'égalité homme-femme, et j'ai pas pu m'en défaire. Depuis 20 ans, je fais ça. J'adore ça. Malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense que c'est tellement important pour la société que voilà, j'ai mon bâton de pèlerin et je continuerai. Alors parle-nous de ton aventure chez Accenture. À l'époque, la diversité, c'est un enjeu de recrutement, c'est un enjeu de promotion d'attractivité. Toi, tu as vraiment transformé ces enjeux qui étaient au début des enjeux business en vrai mouvement de fond presque éthique, on va dire. Oui, alors en fait, Accenture, boîte de conseil, donc on voit ça quand même aussi d'une manière assez objective, factuelle. Qu'est-ce qu'on met en place, indicateurs, gouvernance. Moi, ce que j'ai compris quand même sur ce sujet, c'est qu'il y avait deux leviers qui étaient assez forts. Le premier, c'est effectivement, il faut s'outiller, il faut mettre en place des indicateurs, la gouvernance, il faut savoir où on va, donc la stratégie. Mais si on fait ça et que derrière, on mobilise pas les collaborateurs qui sont complètement, qui comprennent pas pourquoi on fait tout ça, qui n'ont pas de rôle modèle, qui n'ont pas de réseau pour parler, en fait, ça va pas marcher. Donc en fait, je pense vraiment, et depuis tout le temps, en fait, il y a ces deux leviers. Effectivement, l'entreprise au niveau management, objectif, stratégie, il faut avoir quelque chose de robuste et qui correspond à l'ADN, au purpose, à l'identité de l'entreprise. Mais il faut aussi engager le collaborateur parce que si on les laisse de côté, en fait, ça sert à rien. C'est comme un bascule. Quel est ton plus beau souvenir de ce que tu as accompli chez Accenture? Quel est le moment où tu te dis là, on est vraiment en train de transformer les choses? Effectivement, on a beaucoup travaillé sur des programmes talents pour les femmes et c'était assez intéressant puisque c'était vraiment des programmes qui permettaient on fait pas de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'on donne, c'est de l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'en fait, l'équité, on donne les moyens aux personnes qui ont
envie et le potentiel de réussir. Alors que de temps en temps, avant, on ne le faisait pas forcément. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Donc, ces programmes-là, j'en suis très fière et je pense que c'est très important. Et les réseaux, c'est très important, qui alimentent aussi ces programmes, c'est très important. Là, spontanément, on n'avait pas forcément préparé l'entretien. Ce qui me vient à l'idée, puis en au mois de juin, donc c'est le mois des fiertés, c'est quand on avait travaillé avec l'autre cercle, pour la charte de l'autre cercle. Donc, c'était il y a peut-être... mes filles, elles ont 19 ans, donc je pense que c'était au début, donc 18 ans, où on avait travaillé sur cette thématique LGBT, donc il y a 18 ans en France, pour mettre en place une charte d'inclusion des personnes LGBT. Et j'en suis hyper fière, parce qu'on avait travaillé avec l'autre cercle, et aujourd'hui, je vois que les entreprises se sont emparées de cette charte. Elle est hyper connue, en tout cas en France, et tout le monde la revendique. Et je trouve que et là, je vois vraiment que, évidemment, encore une fois, on n'en fait pas assez pour les personnes LGBT. L'inclusion, on voit les rapports, il y a quand même un vrai sujet. Mais j'étais hyper fière d'avoir poussé et d'avoir tenu et d'avoir travaillé sur ces thématiques parce que je savais que c'était important. Et on sait que c'est important parce que, vous voyez, 20 ans après, c'est encore là. Et ça sert. En fait, sur tous nos sujets, moi, mon objectif, c'est que ça soit pas des petits coups comme ça. C'est que ça soit évident que, évidemment, je suis contente quand ce sont des nouveaux sujets un peu innovants, mais le plus important, c'est que ça reste dans le temps. Que les personnes soient encore là ou pas. On parle de sustainability, c'est vraiment ça, que ça soit sustainable. 5, 10, 15 ans après, qu'on en parle encore, que ça se transforme évidemment, mais que ça soit encore sur le radar. Et pour moi, c'est le plus important. Vraiment. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette transformation, dans cette acceptation chez Accenture? Comment tu as conduit le changement et quelle résistance tu as rencontrée? Alors déjà, sur cette thématique, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes qui étaient très, très ouvertes, qui étaient aussi des combattants de la diversité et de l'inclusion. Donc, il faut aussi savoir s'entourer des personnes qui ont du pouvoir dans l'entreprise et qui sont prêts à soutenir des causes qui sont importantes. Donc ça, je pense que c'est important. Ensuite, difficulté ou pas, en fait, c'est la résistance au changement. Donc, en fait, il faut pas dire, voilà, on s'engage et point barre. En fait, après, ou avant, il faut créer des groupes de parole. Pourquoi on s'engage factuellement. Le sujet, c'est pas est-ce que tu es gay, pas gay. Le sujet, c'est se sentir bien au travail. Tu veux pas en parler, t'en parles pas. Tu veux en parler, t'en parles. Mais en fait, il faut pas être frustré de pas se sentir, de pas cacher qui on est. C'est juste ça. Et donc, il faut créer ces moments d'échange où les collaborateurs se sentent bien et sont à l'aise pour parler de leur vie perso, s'ils ont envie d'en parler. S'ils veulent pas en parler, fine. Et donc, le plus difficile, en fait, c'est peut-être trouver ces moments importants où les collaborateurs se sentent libres et légitimes et en sécurité pour en parler. Là, on parle vraiment d'un sujet. Tu parles peut-être des groupes d'affinité. Est-ce que c'est efficace, les groupes d'affinité? Est-ce que tu les as mis en place chez Accenture? Comment ça fonctionne concrètement pour peut-être des chefs d'entreprise? Ouais. Dans les grands groupes, on connaît les groupes d'affinité. Ouais. Peut-être dans les ETI, les PME, il y en a un peu moins en place. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. C'est une initiative assez majeure. Oui, alors ces groupes d'affinité, en fait, souvent, c'est pas du top-down. C'est souvent des collaborateurs engagés qui croient ou qui ont envie de lancer qui sont engagés sur une thématique et qui veulent lancer une dynamique. Et après, moi, avec la casquette, en fait, plutôt groupe ou RH, on les appuie, on leur donne les moyens d'exister, on leur finance aussi des projets ou des manifestations auxquelles ils veulent participer. C'est ça, en fait, les ERG. On les guide et on est là en soutien. Et les ERG, c'est les Employee Resource Group. Donc ça c'est vraiment les collaborateurs qui se réunissent pour une cause et qui se structurent et qui dialoguent sur cette cause. Et après, la partie plus RH, gouvernance, voilà, on est là à les appuyer, les orienter, à dialoguer avec eux. Très bien. Ensuite, tu passes d'Accenture à Accor. Alors là, nouvelle aventure, autre entreprise globale. Ouais.
cultures très différentes, puisque beaucoup plus opérationnelles, avec des cultures aussi dans un cabinet de conseil, même s'il y a des pays différents, il y a une culture commune très forte. Chez Accor, il y a des ancrages locaux qui sont beaucoup plus importants. Tu arrives chez Accor, c'est quoi tes premières réactions? Alors, quand je suis arrivée chez Accor, le volet, évidemment, en fait, Accor, le business, c'est de l'humain, puisqu'on est dans des hôtels, on accueille, c'est accueillir les guests, c'est faire en sorte qu'ils se sentent chez eux, c'est donc l'humain est extrêmement présent. Donc, si on réussit l'humain, on réussit tout. Et vraiment, l'ADN d'Accor, c'est l'humain, l'hospitalité. Voilà. Ensuite, ce qu'il recherchait, c'est qu'il voulait structurer un petit peu, et moi, avec mon background de conseil, il voulait quelque chose d'un peu structuré, avec une stratégie, avec une gouvernance, encore des indicateurs, peut-être aussi sur chaque pilier de la diversité, on a réussi à faire des associations ou des partenariats avec des ONG ou des institutions internationales, l'ONU Femmes Monde, l'OIT, enfin beaucoup sur les sujets LGBT aussi, Valuable 500, Valuable 500, c'est pour le handicap. Mais sur l'LGBT aussi, on a fait pas mal de partenariats avec IGLTA, qui est la première association internationale des personnes LGBT voyage, LGBT. Donc voilà, l'objectif c'était de structurer pour que pour chaque thématique, on ait une gouvernance, on ait des objectifs mondiaux, et après au niveau terrain, on peut s'adapter. Donc il y avait en fait chez Accor, il y avait quand même l'ADN qui était le terrain vraiment hyper fertile pour tous ces sujets. Et effectivement, la difficulté, c'était comment avoir une politique monde, alors évidemment, l'ADN est très présent, mais on est quand même dans certains pays où, quand on parle d'égalité entre les hommes et les femmes, ou même de droits humains, c'est quand même compliqué. Donc, c'est aussi la beauté de la chose, hein. C'est comment faire avancer des sujets dans des pays où, naturellement, c'est pas forcément évident, on n'en parle pas. Donc, on peut en parler différemment. On ne parle pas des droits humains en Chine. On n'utilise pas ce mot. Mais on utilise d'autres mots et finalement, on arrive à parler de droits humains. Vous voyez ? Donc, c'est comment on arrive, et la beauté d'un grand groupe international, c'est de pouvoir faire bouger un petit peu modestement les lignes dans des pays où naturellement, voilà, ça ne se passe pas forcément comme nous en France. Ton périmètre, à cette occasion, il grandit progressivement jusqu'à inclure ce qu'on appelle le social care. Est-ce que tu peux nous aider, pour les néophytes, à comprendre ce que c'est que le social care par rapport à la RSE, par rapport à la diversité et l'inclusion ? Ouais, alors en fait, on a créé un département qui s'appelle Social Care et Impact. Et dans le Social Care, en fait, effectivement, on a mis tout ce qui était inclusion, diversité, donc tous les sujets sur l'égalité entre les hommes et les femmes, le handicap, la diversité sociale, ethnique, raciale, les sujets LGBT. Et encore, c'est important aussi de ne pas les cloisonner. Bon, peut-être qu'on en parlera, parce qu'on parle voilà, on n'est pas que femme ou que homme, ou que voilà, c'est la complexité. Donc tous ces sujets d'I&I, donc on parle d'inclusion en fait. C'est pas tant la diversité qui est importante, c'est l'inclusion de chaque individualité. C'est un fait. Voilà. L'inclusion, c'est une décision, c'est une politique. Exactement. Et c'est prendre en compte toutes les diversités et faire en sorte que tout ça, ça marche. C'est ça le plus dur. Donc on a ce département inclusion et diversité. On a également tous les sujets de droits humains, donc qui est toutes les réglementations, et j'ai eu la chance de pouvoir mettre en place la politique droits humains pour Accor. Alors qu'est-ce que ça veut dire une politique droits humains pour un grand groupe international ? Parce qu'on imagine que les droits humains, ils sont respectés dans un grand groupe avec une marque aussi forte, avec un engagement aussi fort. Ouais, alors en général, dans les grands groupes, au-dessus de la politique droits humains, on a souvent les chartes éthiques. Donc, dans les chartes éthiques, on parle de cette politique droits humains, on parle de la non-discrimination, etc. Mais en fait, la politique droits humains vient affiner un petit peu ces sujets et vient nommer un peu plus de choses. On va parler de tout ce qui est les salaires décents, les conditions de travail, la discrimination, le travail des enfants, le travail forcé, forced labor. Voilà. Et
et vraiment sur cette thématique, ce qu'il faut, c'est pas avoir peur. Quand on parle de droits humains, souvent on se dit oh là là, ça fait peur. C'est avoir des exemples concrets. Aujourd'hui, les droits humains, quand on parle de respecter les conditions de travail, et on se dit mais en fait on les respecte. Oui, mais il y a des fois dans certains pays des pratiques, dans certains pays, par exemple, c'est pas qu'on confisque les passeports, mais il y a des pratiques où les passeports sont gardés par l'employeur. Et donc pour nous, on dit en fait c'est la confiscation de passeport, on n'a pas le droit de faire ça. Donc en fait, et souvent les employeurs disent oui, mais en fait c'est aussi des salariés qui préfèrent qu'on garde les passeports dans des endroits un peu sécures. Donc là on dit non, ça c'est pas une pratique. C'est peut-être que culturellement on faisait on dit que c'est la confiscation de passeport. Donc culturellement, peut-être que pour le bien, vous voulez confisquer le passeport, mais ça, on ne peut plus faire ça. Donc, ce sont des pratiques qu'il faut faire évoluer en disant, OK, ils veulent garder le passeport, ils ont peur chez eux, ils peuvent pas, ils ont peur pour leur passeport. Très bien, mais alors, le passeport, il faut qu'il soit accessible 24/24 et qu'il n'y ait pas de sujet là-dessus. Ouais, donc, c'est des pratiques qu'il faut changer. Donc, il n'y a jamais non plus, c'est rare qu'il y ait, évidemment, il y en a, mais c'est rare qu'il y ait des gros sujets intentionnels. Donc, en fait, il faut déverrouiller des pratiques, souvent, culturelles, et pour dire qu'en fait, ça, non, on n'a plus le droit de le faire. Est-ce que ça concerne aussi les politiques des fournisseurs ? Oui. Les niveaux 2, niveau 3 ? Exactement. En fait, maintenant, avec toute la législation aussi, CSRD, plan de vigilance, etc., les entreprises sont non seulement responsables de leurs collaborateurs, mais maintenant, on dit aussi tiers 1, tiers 2, tiers 3. Donc, en fait, si on travaille avec des fournisseurs qui font de l'exploitation des enfants, l'entreprise est responsable. Donc, en fait, il faut que dans notre chaîne de valeur, on soit extrêmement vigilant, et c'est extrêmement dur parce que on doit être responsable de choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Vous voyez, donc ça, c'est difficile, mais c'est pas mal. Parce qu'au final, on protège quand même à un niveau 2 ou 3 des personnes auxquelles on ne penserait pas forcément. Pour revenir aux différences culturelles, tu parlais de la Chine. Comment tu organises ton département pour travailler sur les sujets très subtils d'ajustement culturel, de politique qui sont définis à un niveau global? Bien sûr. Et ça, c'est hyper important, sinon ça ne fonctionnerait pas au global. Hein. Oui. Donc, en fait, moi, je pense que ça ne peut marcher que si on est au niveau du terrain. Donc, en fait, il faut avoir des relais ou des personnes, alors moi, les relais plutôt RH ou business, dans chaque pays ou zone géographique, ou par marque aussi, qui puissent me dire ça marche ou ça marche pas. Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire que ça marchera pas jamais? Pourquoi? Est-ce que c'est des vraies raisons? Ou est-ce que ça marche pas tout de suite, mais dans le temps, il faut mettre un plan d'action pour que dans 3, 4, 5 ans, ça marchera. C'est vrai que aussi on est peut-être un peu biaisé parce qu'on est en France, et donc des fois, on veut faire appliquer un modèle français ou européen à des cultures. Donc, il faut être assez humble et respectueux aussi des cultures différentes pour comprendre. Il ne faut pas juger. Pas juger. Et le dialogue est extrêmement important, extrêmement précieux. Ça doit être dur parce qu'on arrive avec des convictions assez fortes, ouais, avec un engagement assez fort. Et ça ne crée pas trop de conflits. Alors oui, c'est dur. Ensuite, la base, quand même, on a quand même l'ONU. On a quand même des baselines, enfin des postulats sur lesquels il faut voilà, c'est onusien, c'est international. Donc là, ça fait quand même une référence. Et de la politique, par exemple, on a parlé de la politique des droits humains. En fait, la base de la politique des droits humains, on ne l'a pas non plus inventée. C'est rationnel. On s'est basé sur les textes onusiens. Voilà. Et le dernier point sur ce département, c'est la solidarité. Donc, j'avais également dans ce département la solidarité, donc le volet social, fondation. Voilà, donc c'est ça le social care qu'on appelait social care chez Accor. Il y a
un tiers des femmes qui, dans leur vie, vont subir des violences physiques ou sexuelles dans le monde. Quel est le rôle de l'entreprise face à ce drame? Est-ce qu'une entreprise doit s'impliquer? Quelle est l'ingérence qu'une entreprise peut avoir en tant qu'entreprise responsable du social care pour essayer de défendre les femmes contre ces violences physiques ou sexuelles? Alors déjà, je vais faire un peu de promotion, je vous engage à signer la charte Stop-E. Je ne sais pas si vous connaissez, contre le sexisme ordinaire dans les entreprises. C'est un mouvement qu'on a créé avec Anne-Laure Thomas de L'Oréal et Morgane Requel de EY, il y a 6 ans maintenant, qui réunit maintenant plus de 300 entreprises et organisations. Et l'objectif vraiment de ce mouvement, c'est de mutualiser au maximum tout ce que l'on peut faire, tout ce que l'entreprise peut faire. Donc, on a commencé par les grands groupes, mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on se dit, nous, les grands groupes, on a quand même les moyens. Donc, l'objectif, c'est que tout ce qu'on fait, les formations, les e-learning en français, en open source, pour les plus petits, ou les toolkits, en open source pour les plus petites entreprises, pour qu'elles aussi puissent bénéficier de ce que les grandes entreprises peuvent faire. Évidemment, les petites entreprises font des trucs incroyables et les grandes entreprises peuvent aussi en bénéficier. Les écoles aussi se rallient à ce mouvement. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. Et donc, voilà, déjà, je pense que c'est des sujets que l'entreprise, en fait, toutes les entreprises doivent adresser. Donc, autant l'adresser collectivement pour aller plus vite tous ensemble et pour avoir plus d'impact en interne. Évidemment, c'est un sujet de société. On en parle énormément en France, mais pas que. Donc, à minimum, que l'entreprise puisse faire quelque chose pour ses collaborateurs, que ses collaborateurs puissent avoir des espaces de parole, des référents, des RH pour en parler, que l'entreprise se dote de hotline, de personnes qui puissent répondre à ces sujets, que l'entreprise forme aussi les managers. En fait, c'est souvent, il y a la victime, il y a le manager et on peut être témoin aussi. Donc en fait, il faut savoir si on a une personne dans notre équipe qui est en situation de souffrance, il faut pouvoir aussi l'aider. Mais c'est difficile d'accueillir toute cette violence. Donc, en fait, il faut aussi aider cette personne qui veut aider pour voir que c'est quoi le schéma en interne, quel est le mécanisme d'alarme, qui on va contacter, est-ce que c'est le RH, est-ce qu'il y a des personnes, des référents, est-ce qu'il y a une ligne d'alerte en toute sécurité pour protéger la personne qui est victime. Et le manager aussi, quels sont les signaux faibles dans notre équipe qui montrent qu'une personne est en souffrance. Donc, on va dire, voilà, un minimum, c'est un sujet qui rentre dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas au final la vie pro et perso, on a beau dire on la sépare, c'est pas vrai. Quand ça va pas bien à la maison, en fait on n'est pas bien au travail, et inversement souvent. Donc oui, c'est un sujet d'entreprise. Et puis pour les entreprises qui peuvent aller plus loin, qui peuvent parler du give back ou s'investir aussi pour les communautés locales, et bien en fait les entreprises le font. AXA est hyper investi pour aider les femmes victimes de violences. Et il y a un numéro spécial pour que ces femmes victimes de violences puissent, si elles sont chez AXA, puissent avoir puissent être prises en charge. Chez Accor également, on a pu mettre en place des shelters dans nos hôtels et mettre en place des programmes avec la Fondation des femmes, une fondation incroyable, et la Maison des femmes, pour permettre à ces femmes victimes de violences conjugales d'être à l'abri dans nos hôtels, dans les hôtels Accor. Je dis encore nos hôtels, les hôtels Accor. Donc en fait, voilà, minimum sécurité des collaborateurs, et ensuite, c'est pour ça qu'aussi en fonction de l'ADN du groupe, de la raison d'être, voilà, AXA, eux, ils font l'assurance. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sur cette thématique? Les hôtels, Accor, des hôtels, donc des shelters. Donc, il faut réfléchir à ce que chaque entreprise peut faire par rapport à un sujet. Et du coup, ça donne sens. Et il y a une fierté d'appartenance des collaborateurs qui est extrêmement forte. Hyper fière quand on sait qu'une entreprise fait du bien. Alors, les GAFAM, récemment, ils ont l'air d'être un peu moins impliqués. Ils réduisent leurs équipes diversité. Est-ce que ça traduit une fragilité de ces modèles ?
Je ne vais pas dire du. Je dis juste que est-ce qu'ils sont investis pour les bonnes raisons. Si on y croit vraiment et si on pense que c'est un sujet stratégique pour l'entreprise, pour le business, pour le développement, pour les collaborateurs, les entreprises, elles restent sur ces sujets. Voilà. Alors certaines entreprises ont un peu renommé, juste pour passer aux États-Unis, mais elles restent quand même engagées sur ces sujets. Voilà. C'est encore une fois, là, on en parlait tout à l'heure, sustainable. Est-ce que c'est sustainable ou est-ce que c'est un coup d'un jour? Voilà. On recevait il y a quelques mois Olivier Sibony pour son livre « La diversité n'est pas ce que vous croyez ». Ouais. Sa grande thèse, c'est de dire attention, la diversité, aucune étude sérieuse ne prouve un lien direct entre les politiques de diversité et la performance financière globale d'une entreprise. Et donc, il dit il ne faut pas justifier la diversité par des arguments économiques parce qu'on va donner des prétextes à des personnes qui sont contre ces politiques dès que la situation économique va un peu moins bien, de dire ah ben vous voyez, les politiques de diversité, ça n'a pas d'impact, et donc revenir en arrière. Et donc sa thèse, c'est de dire il n'y a pas de corrélation forcément évidente entre une politique de diversité et la performance économique. En revanche, c'est bien sûr indispensable, mais il faut le faire au nom de l'éthique, pas au nom de l'économique. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il a tort et raison. Parce qu'en plus, il vient de McKinsey. McKinsey ont fait des formidables études, Women's Matter, qui ont duré tous les ans depuis 10 ans, pour mesurer la performance de la diversité, le lien diversité-performance, diversité entre les genres, diversité économique, sociale. Et ça a aidé beaucoup d'entreprises à mettre ce sujet au pied, en tout cas au centre de la table au niveau des COMEX. Donc, c'est quand même très utile. Très utile. Donc, je pense que c'est important quand même de montrer qu'il y a un lien entre diversité et performance. Ensuite, et on en parlait tout à l'heure, je pense qu'effectivement, c'est pas que de la performance. Évidemment, on voit bien que et puis la performance sociale, l'engagement des collaborateurs, le bien vivre, c'est difficile à quantifier tout ça. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça que pour des mesures, parce que les mesures sont difficiles à avoir et on ne sait jamais si vraiment la corrélation est directe ou indirecte. Mais au final, c'est quand même bien d'avoir des études. Et je suis désolée, mais il faut être très objectif. Tout le monde ne pense pas naturellement que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose de formidable pour l'entreprise. Donc, pour toutes ces personnes qui ne croient pas naturellement que la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose de formidable, revenir sur des chiffres, c'est pas mal. C'est un peu la loi Rixin. Si tu n'y crois pas, malheureusement, il y a la loi qui va te faire peut-être y croire dans quelques temps, mais au moins, tu mets en place les choses. Alors, la loi Rixin, on en parlait en introduction. Est-ce que tu peux nous en préciser? Elle a été votée le 1er mars 2026 et elle élargit finalement la loi Copé-Zimmermann de 2011. Tu peux préciser son contour? Alors, en fait, la loi Copé-Zimmermann, elle était plus pour les conseils d'administration. Oui. Et on était tous très contents. Enfin, il y a eu aussi beaucoup pour, contre. Mais finalement, plusieurs années après, on est tous très contents d'avoir cette loi 40% des femmes au conseil d'administration. Et la France est un exemple au niveau mondial. Exactement. Les meilleurs élèves au niveau mondial. Exactement. Donc ça, c'est très bien. Par contre, et moi je me rappelle quand c'était il y a 20 ans ou 15 ans, on se dit c'est bien, mais les membres du conseil d'administration, c'est pas les personnes qui organisent, qui sont au quotidien dans les entreprises. C'est pas les dirigeants d'entreprise. C'est pas les managers d'entreprise. Et donc, c'est super d'avoir 40% de conseil d'administration. Mais si dans l'entreprise, en fait, on reste quand même les managers ou les leaders, reste quand même, il n'y a pas de mixité, c'est dommage. Et c'est ça la loi Rixin, en fait. Elle est complémentaire. Elle est peut-être un peu plus dure pour les entreprises parce que du coup, c'est pas 20 personnes externes, mais c'est vraiment le comité de direction de l'entreprise qui doit tendre vers la parité, voilà, avec des échelons et qui sont tout à fait tenables. Donc c'est 30% maintenant et puis 40% 2029. Je pourra préciser, mais voilà. Les quotas, est-ce que c'est pas un aveu que finalement rien ne bouge sans contrainte?
En tout cas, moi, j'ai l'habitude de dire que la diversité ou l'inclusion n'est pas une pente naturelle. Donc, voilà. Il faut un peu pousser. Il faut un peu pousser. Parce que je pense que souvent, c'est pas intentionnel, mais on fait confiance aux gens qui nous ressemblent. Regardez, dans l'entre-soi, les personnes de notre entourage, nos amis proches, c'est souvent des personnes qui ont fait les mêmes écoles que nous, qui sont, les enfants sont dans les mêmes, enfin, on a des enfants qui sont dans le même quartier, ils nous ressemblent en fait. Donc en fait, et c'est pas méchant, c'est juste qu'on s'entoure naturellement, spontanément, des gens qui nous ressemblent. Donc c'est pas naturel. Donc si on force un petit peu les choses, on se dit, bon, ouvre un peu tes chakras, va voir une personne qui ne te ressemble pas. On adore ces soirées où finalement on découvre des personnes qu'on n'aurait jamais vues. Ben, c'est un peu ça en fait, ces quotas. C'est ouvrez un peu, ou la diversité surtout. Ouvrez vos chakras, allez voir des personnes qui ne vous ressemblent pas et vous verrez, vous sortirez plus riche. Mais spontanément, naturellement, l'être humain, il n'est pas fait pour... il n'aime pas trop ce qu'il ne maîtrise pas. Oui, probablement qu'on a été habitué à vivre en communauté dans les temps les plus anciens, parce que c'était une manière de se protéger d'un clan contre d'autres. Et donc, c'était une notion de survie. Ça rassure. Et ce côté communauté nous est resté ancré profondément en nous, quoi. Exactement. Et donc, toi, ta position, c'est que l'entreprise doit ouvrir ses communautés et permettre finalement l'attention à l'autre, quoi. Exactement, l'échange et la confrontation aussi, hein, parce que les points de vue sont divergents. Donc, confronter, c'est très bien. Est-ce qu'il y a pas un risque dans certains cas ou dans certaines cultures que le sujet de la diversité crée plus de division de par les antagonismes qu'elle génère que de cohésion? En fait, quand on regarde les États-Unis, ils avaient quand même sur les sujets de diversité, ils avaient des règles qui étaient vraiment, ils mesuraient tout, c'était extrême. Donc, ce qu'on veut peut-être, c'est limite, quand on discute dans nos cercles de référents diversité, c'était limite, c'était trop. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est parler d'inclusion. En fait, ce qu'on veut, c'est l'inclusion. Et ce qu'il faut, c'est pas séparer les gens. Donc, à force de cloisonner, de créer des clusters, on cloisonne. Et donc, ça crée des frustrations. Et donc, chacun se revendique. Donc, et vraiment, la difficulté, c'est de faire en sorte que toutes les individualités puissent se parler et puissent travailler ensemble. C'est le bien vivre. Et ça, c'est hyper dur. Mais quand on y arrive, c'est tellement bien. Et les groupes d'affinité dont on parlait tout à l'heure, est-ce que finalement ça n'a pas un effet un peu pervers de créer cette isolation et ces petites communautés qui moins s'ouvrir les unes aux autres? En fait, il ne faut pas être radical, il ne faut pas faire que ça. Donc, et il faut que ces groupes puissent se parler aussi. Mais il ne faut pas faire 50 groupes d'affinité, parce qu'après, chacun se sent identité. Enfin, c'est l'identité, voilà, il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on ait un projet commun. Et ça, c'est important. Et des moments où on puisse tous se parler. Après, c'est vrai que c'est important, ces groupes d'affinité. Quand on parle des groupes d'affinité sur le handicap, c'est important d'avoir des sujets, de parler que de ça, parce que c'est tellement large. Il y a des personnes dans l'entreprise qui sont en situation de handicap, qui ont besoin d'aide, mais aussi beaucoup de parents, on ne parle pas, qui ont des enfants en situation de handicap. Donc, c'est aussi intéressant d'avoir des groupes de parole spécifiques. Et ça n'intéresse pas tout le monde. Et c'est OK. Donc, voilà. Donc, c'est bien de pouvoir créer ces ERG, mais à un moment donné, il faut que tout le monde puisse se parler. Si on regarde maintenant un leader, un dirigeant qui nous écoute, aujourd'hui, avec toute ton expérience, tout le recul que tu as, quelle est la priorité qu'un dirigeant doit avoir sur ces sujets? Est-ce qu'il y a un ou deux points sur lesquels tu te dis, là, on a vraiment des progrès à faire en France, en Europe? Qu'est-ce qui doit être au début de l'agenda d'un dirigeant aujourd'hui? Moi, je reviendrai sur le basique, égalité entre les hommes et les femmes. Ou l'égalité, voilà. Je trouve que dans une entreprise, on peut pas faire toujours pas assez fait de progrès.
On est toujours trop en retard. Il va y avoir encore une transparence de la loi sur la transparence des salaires. Mais on ne peut pas dire qu'on est égalitaire si on n'est pas sur le basique, qui est quand même les salaires. Les salaires décents, on en parlait tout à l'heure, et l'égalité des salaires. C'est difficile, peut-être, encore, mais je pense que le basique, en tout cas, la base de la base, c'est l'égalité salariale. Ensuite, il faut regarder les positions de leadership et voir hommes-femmes, mais pas que hommes-femmes, personnes en situation de handicap, enfin voilà, sans rentrer dans les extrêmes. Mais est-ce que notre COMEX, notre CODIR, il n'est pas un peu, il se ressemble, enfin, les personnes ne se ressemblent pas. Voilà, avoir un peu, en fait, il faut être un peu critique par rapport à tout ça. Et c'est du bon sens. Il y a beaucoup de bon sens. Alors chez Accor, tu as lancé une initiative recrutement sans CV. Avec le recul. Non, c'est pas moi qui l'ai. Pas moi qui l'ai pardon, lancé. j'ai lu ça dans un article. Non, c'est pas moi qui l'ai lancé. Et quel enseignement vous en avez tiré? Écoute, je serais pas très. Je pourrais pas vous dire vraiment puisque c'était avant moi. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec l'IA, je pense qu'il y a d'autres sujets sur le recrutement qu'on peut se poser. Sur est-ce que les algorithmes sont faits pour recruter, donc voilà, je pense que c'est un autre sujet maintenant qu'on doit se poser. Alors transition parfaite. avant de commencer cet échange, on parlait de l'IA et de l'impact de l'IA sur finalement la façon dont on forme les nouveaux collaborateurs, et avec tous les biais que l'IA va récupérer des milliards de documents qui existent aujourd'hui sur Internet et qui sont les témoins du passé. Comment est-ce que l'IA va impacter, ou comment est-ce que le sujet social care doit s'emparer de l'IA pour contrecarrer les biais qui sont intégrés dans les LLM aujourd'hui? C'est une grosse question, hein. C'est hyper important et hyper intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les entreprises sont conscients qu'il peut y avoir des biais avec l'IA. Maintenant, il faut voir comment les traiter. Parce que l'IA, c'est machine learning. Ils apprennent de tout ce qui se passe et en fait, s'il y a des biais, ils reproduisent les biais. Et l'IA, aujourd'hui, souvent, les personnes qui codent on voit beaucoup d'hommes. Donc, il faut que tous ces biais, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'IA et le genre et l'IA et l'impact des biais de l'IA sur les décisions de demain. Donc, il faut être hyper vigilant. Est-ce qu'il ne faut pas, dans ces comités éthiques, avoir un regard spécifique par rapport à l'IA, l'éthique, les biais? Ça pourrait être intéressant. Et on en parlait tout à l'heure, effectivement, on mène un travail au sein du Haut Conseil à l'égalité sur l'IA, le genre et l'IA. Donc, on interroge en ce moment beaucoup de sociologues, de chercheurs, de personnes dans l'entreprise pour voir quels sont aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les recommandations qu'on pourrait donner aux chefs d'entreprise ou aux GAFA demain pour optimiser l'IA et que l'IA soit plus égalitaire. Dernière anecdote que j'aurais mentionnée, c'est le travail que tu as fait lors des Jeux Olympiques en 2024. Et je voudrais citer Andrew Parsons, qui est le président du Comité international paralympique. Nous avons besoin que des athlètes en situation de handicap deviennent des icônes mondiales. Je crois que les Jeux paralympiques représentent un accélérateur, c'est un très bon départ. Ensuite, la balle est dans le camp de la société. Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. On a eu la chance, avec toutes les équipes d'Incentive, d'assister à la fin du tournoi, à des matchs de tennis fauteuil. C'était incroyable, extraordinaire. Avec Hakim Ariski. Extraordinaire. C'est génial. Des moments, effectivement, qui changent le regard. Qui changent le regard pour 4 milliards de téléspectateurs. Est-ce que tu peux nous raconter cette formidable aventure avec le comité paralympique? Ouais, alors déjà, moi, j'étais pas seule. J'avais toute une formidable équipe hyper engagée sur ces sujets. Il se trouve qu'on n'a pas commencé à travailler sur le handicap pour les JO.
Et je citais tout à l'heure Hakim Ariski, qui est un des piliers du CC Foot, que l'on avait, enfin qui est chez Accor, et qu'on avait identifié il y a plusieurs années parce qu'en fait il cherchait un job et il voulait en même temps pouvoir faire son métier de façon professionnelle. Donc et c'était complètement cohérent avec la politique handicap qu'on menait. Après, on ne savait pas ce que ça allait. Enfin, on est hyper content pour lui. Il a écrit un bouquin, il est génial, c'est une super belle personne. Mais voilà, on n'a pas attendu les JO pour s'engager avec. Je dis on, excusez-moi, c'est Accor maintenant, pour s'engager sur ces sujets. Moi, encore une fois, ce qui m'intéressait pour les JO et JOP, c'était de pouvoir changer le regard. Alors, je pense qu'on a réussi à changer le regard parce que vraiment, pendant les JO et JOP, c'était incroyable. Mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est cet aspect sustainable. Et aujourd'hui, quand même, les Jeux Olympiques, c'était génial. Mais quand on discute et quand on regarde les associations pour les personnes en situation de handicap, ils sont un peu frustrés quand même parce que la suite n'a pas été à la hauteur des espérances. Donc voilà, donc il faut pas lâcher. C'est pas parce qu'on a les projecteurs au-dessus de nous qu'on dit c'est génial. Non, c'est aussi quand on n'a pas de projecteur, il faut travailler dans l'ombre et il faut continuer de travailler. Parce que je vous rappelle que 80% des personnes en situation de handicap, c'est pas le fauteuil, et que le handicap, on n'est pas handicapé. Donc en fait, on devient au cours de la vie par un accident ou par la vieillesse ou par la maladie. Donc c'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, à vous, à moi. Donc il faut pas avoir peur du handicap, il faut vivre avec. Donc ça c'est vraiment un sujet. Enfin, moi, je comprends pas. Je comprends pas. Voilà, il faut plus en parler, il faut continuer d'en parler, il faut avoir des rôles modèles. On a Michael Jeremias aussi, qui est un super athlète aussi en fauteuil, en tennis, qui parle extrêmement bien du sujet. Enfin, voilà, il faut continuer d'avoir des rôles modèles et il faut continuer d'avoir des actions positives pour les personnes en situation de handicap en France et partout dans le monde. Écoute, un immense merci. Grâce à toi, on en parle un peu plus et on espère pouvoir changer le regard durablement sur ces enjeux de diversité, malgré les environnements économiques et politiques. C'est un sujet fondamental de l'entreprise qui est témoin de la société et de sa diversité. La diversité, c'est une réalité. L'inclusion, c'est une volonté. Grâce à toi, on a un peu plus de volonté aujourd'hui. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci beaucoup. De ta présence avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Soft Revolution et Masterclass du Management. Bonne journée.